pense qu'avant d'aborder le sujet, mais on l'a déjà pas mal évoqué ce matin, nous sommes en train de vivre une révolution qui, pour moi, est de l'ordre d'une révolution industrielle. Bien évidemment, elle est plutôt technologique. Il y a énormément de choses qui se passent dans le domaine de la technologie. On est dans un monde très clairement de plateformes aujourd'hui. Ce sont ces plateformes qui permettent d'automatiser un certain nombre de processus qui nous permettent, nous, justement, dans le domaine du marketing, tout simplement d'avoir des efficacités meilleures sur les campagnes. Donc l'imprimerie avait effectivement permis de pouvoir fournir des livres, des écrits grande quantité. Internet a très clairement changé nos habitudes de vie au quotidien, à nous en tant que consommateurs, mais aussi à nous en tant que marketeurs. Internet a totalement bouleversé notre façon aujourd'hui de faire du marketing, d'approcher le consommateur et l'internaute. Et on est en train de vivre ces évolutions très clairement. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui en termes de solutions, ce sont des choses que nous implémentons très clairement dans les entreprises dès maintenant, qui sont bien évidemment mis en place aux États-Unis il y a déjà depuis quelques années, 2-3 ans. Et la France est en train on va dire, de rattraper en tout cas ce retard. Et on voit ces solutions s'implanter dans les entreprises aujourd'hui en France. Cette révolution technologique, elle accompagne bien évidemment une évolution dans les entreprises qui est tout simplement le besoin pour elles de se transformer et donc d'accompagner cette transformation numérique. Vous avez ici le nombre de Chief Digital Officer, donc c'est une autre forme de CDO dans le monde. Vous voyez qu'on est en train de doubler entre 2014 et 2015. Très clairement, le rôle du Chief Digital Officer, il est quelque part de disparaître dans les prochaines années, puisque une fois qu'il aura réussi cette transformation numérique des entreprises, ce numérique devra être totalement intégré à l'entreprise elle-même. Ce qu'on constate également, c'est que cette transformation numérique, elle est très corrélée avec la mise en œuvre de solutions data. On va parler de Data Management Platform, et ces solutions data, quelque part, elles sont en parfaite osmose avec cette transformation numérique, c'est-à-dire que d'un côté, cette transformation numérique a besoin de données, et de l'autre côté, ces données sont générées de plus en plus également par cette transformation numérique. Donc on voit qu'il y a une véritable osmose entre les deux, et ça c'est un phénomène intéressant qui génère encore en plus de données au sein des entreprises. La donnée, elle est partout. Aujourd'hui, tout devient data. On a besoin de la canaliser, très clairement. Un des exemples, c'est vrai que même nos émotions, donc le visage, les émotions du visage, deviennent une donnée qu'on arrive à structurer et qu'on peut utiliser en marketing. On sait dire, à partir de la reconnaissance faciale, si quelqu'un est plutôt de bonne humeur, de mauvaise humeur, comment il apprécie potentiellement un produit. Et donc ça, c'est intéressant aussi dans les prochaines applications. À plus court terme, ce que l'on observe, c'est bien évidemment l'explosion de la voiture connectée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 60 capteurs sur une voiture et que toutes les 10 minutes, ce sont entre 5 gigas et 250 gigas qui sont générés par un véhicule. Et donc, Yvon, on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de services qui vont être développés autour de la donnée qu'on collecte à travers la voiture connectée. Alors, on voit bien, pour pouvoir traiter ces données, on a besoin de puissance informatique. Et donc, ça, c'est un des premiers points. Comment on arrive aujourd'hui à collecter ces données-là et comment on arrive à les traiter. Je pense qu'une donnée n'a pas de valeur dès l'instant où elle est brute. Pour avoir une valeur, elle a besoin d'un traitement. Ce traitement, il passe par une automatisation. On peut reprendre comme exemple, donc comme on va dire la conjecture de Gordon Moore qui est intéressante. Gordon Moore, c'est le fondateur de Intel en 68 et qui a émis effectivement une loi qui est tout simplement de constater que le nombre de transistors sur une puce était multiplié par 2, donc la densité était multipliée par 2 à peu près tous les 18 mois. Ça s'est traduit communément par la puissance de calcul des ordinateurs est doublée tous les 18 mois. Donc ça c'est important.
parce que si je peux avoir cette puissance de calcul, c'est-à-dire que toutes les données qui arrivent, je peux les traiter, appliquer des algorithmes et les activer. L'autre point qui me semblait intéressant également, c'est ce qu'on appelle l'effet réseau, donc c'est la loi de Metcalfe, qui exprime que l'utilité d'un réseau est fonction exponentielle du nombre d'utilisateurs. Tout simplement, on peut effectivement imaginer qu'un réseau d'1 million de personnes est bien plus efficace, bien plus utile que 1000 réseaux de 1000 personnes qui seraient isolés. Et donc cet effet réseau, il existe aussi dans le domaine de la data, et notamment du big data, et ça Facebook l'a très très bien compris, et la variation de Facebook vient évidemment de cet effet réseau. C'est parce qu'on a cet effet réseau qu'on arrive à avoir beaucoup de données et qu'on a aussi des partages entre les différents membres de communautés, qu'on arrive à pouvoir exploiter des données dans le domaine du marketing. Alors cette révolution, elle accompagne le marketing et les médias. Une des conséquences de ce phénomène, c'est que d'un côté, on avait plutôt, on va dire, des gens de la publicité qui étaient des créatifs. Très clairement, aujourd'hui, ce qu'on voit au sein des entreprises, c'est l'arrivée de data scientists dans le domaine du marketing et de gens qui aient de plus en plus de compétences dans le domaine de l'analyse, de la statistique et de la mathématique. Voilà, tout simplement parce qu'on a des données analysées. Et alors j'ai d'ailleurs besoin un peu de données avant de voir jusqu'où je peux aller. Qui parmi vous travaille dans le domaine du marketing ? Des médias, pas mal de monde, d'accord. Donc vous avez déjà sûrement entendu parler du programmatique, du RTB. Qui parmi vous a entendu parler du RTB ? Ok. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'achat média, depuis maintenant quelques années, donc des plateformes technologiques se sont développées aux États-Unis, sont arrivées en Europe, et ces plateformes technologiques, elles permettent d'acheter des inventaires publicitaires, donc qui sont issus d'Internet, aux enchères en temps réel. Donc voilà, donc ça fonctionne comme une place, comme un marché boursier. Vous avez des acheteurs, vous avez des vendeurs d'inventaires. Il faut savoir que les inventaires sont illimités sur Internet, et donc ces inventaires, ils sont mis à disposition de places de marché sur lesquelles des acheteurs viennent et font des enchères, avec une particularité, c'est que ces enchères, elles se font en temps réel. Voilà, en moins de 100 millièmes de seconde. On a besoin donc de prendre une décision sur oui ou non j'achète cet espace publicitaire, et si je l'achète, ben, je vais pouvoir effectivement afficher ma publicité. Et très clairement, cet achat programmatique, il est en train d'exploser. Donc, selon une étude qui est réalisée ici par eMarketer, elle représentera, le programmatique représentera un peu plus de 50% de l'achat média sur Internet. Sur le marché français, donc ce qu'on appelle le display, c'est un marché d'à peu près 800 millions d'euros. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 millions d'euros qui sont investis par les agences et les annonceurs en programmatique. D'accord ? Donc, un peu plus de 25%, et les chiffres de croissance sont très impressionnants. Et cette méthodologie d'achat a commencé à se développer vraiment en 2011, 2012, donc vraiment en 3-4 ans, on a très fortement cru sur cette façon d'acheter. Vous voyez, c'est un écosystème qui est assez complexe. D'un côté, vous avez des agences, des acheteurs d'inventaire publicitaire. De l'autre côté, vous avez des éditeurs qui, eux, bien évidemment, collectent une audience et ont besoin de monétiser cette audience. Et entre les deux, vous avez tout un écosystème média avec des agences, des trading desks. Vous voyez, on parle de trading desk. Donc on va aller acheter aux enchères sur ces plateformes des inventaires publicitaires. Et donc on va suivre effectivement les prix d'achat. Et d'ailleurs, on va optimiser les prix d'achat. Vous avez les ad exchange, donc qui sont les places de marché auxquelles on va trouver ces inventaires publicitaires. Juste retenez que c'est l'achat automatisé. L'achat se fait à l'unité. Donc on n'est plus en train d'acheter des espaces, des grandes campagnes médias. On achète des unités d'inventaire. Tout ça se traite en moins de 100 millièmes de seconde. Et ce qui est important, c'est que l'achat va se faire en fonction du profil de l'internaute. Donc on parle d'achat d'audience et non plus d'achat d'inventaire, d'un contexte, donc d'une page web, et d'un certain nombre de données que bien évidemment on a besoin d'analyser pour prendre une décision. Est-ce que l'inventaire que je suis en train, qui m'est proposé aux enchères, est-ce qu'il a un intérêt pour moi?
Est-ce qu'il correspond au profil de mon internaute? Est-ce qu'il est au profil de mon client? Combien je dois mettre en réalité sur cet inventaire-là? Dans le domaine du marketing, évidemment, je vais vous parler des données sur Internet, comment on les collecte, comment on les structure, comment on les exploite. Il me semble que la proposition de valeur de la data, c'est de pouvoir passer de ce qu'on appelle une approche produit, une approche d'offre. Je suis une banque, j'ai besoin de pousser un livret, ça m'est demandé en centrale. On va dire de manière historique, je vais faire une grande campagne nationale dont mon objectif est de vendre le plus ce livret. On passe donc d'une approche offre à une approche client, où là, le véritable objectif est de comprendre le besoin de son client à un moment donné, de manière à lui faire la proposition adéquate. Donc c'est principalement ça, à mon sens, la proposition de valeur de la data. Ça nous permet d'améliorer l'expérience utilisateur et de l'autre côté, pour nous marketeurs, de mettre en place des programmes de marketing relationnel optimisés et automatisés. Les volumes et la variété des données, on en a parlé, ça fait partie des 3V du Big Data. On a plus en plus de data. Voilà ce qui se passe en 60 secondes sur le web. Ce sont des données qui viennent des campagnes email, des réseaux sociaux, bien évidemment du search, donc des mots-clés que l'on peut taper sur Google, de toutes les images qu'on peut laisser sur Instagram, bien évidemment des vidéos qu'on peut regarder sur YouTube. Et toutes ces données-là, à un moment donné, elles ont une valeur marketing. Et toute la difficulté pour nous professionnels, c'est de dire comment à partir de ces données, je vais pouvoir, les structurer, et 2, les transformer en intelligence marketing. Pour les transformer en intelligence marketing, on met en place au sein des entreprises aujourd'hui des DMP, ce n'est pas le dossier médical personnalisé, c'est Data Management Platform, dans lequel on va en fait centraliser et historiser l'ensemble des datas qu'une entreprise peut posséder à un moment donné sur un client ou un prospect. Donc ces données, elles sont d'ordre média. Je collecte le fait d'exposer à un internaute une bannière publicitaire, où je vais aussi structurer et collecter la réaction de l'internaute à cette campagne publicitaire, donc le fait qu'il ait cliqué ou qu'il ait converti. Ensuite, on a bien sûr les données de navigation web qui sont, si j'ai un client qui vient sur mon site, ça m'intéresse de pouvoir centraliser cette donnée et de savoir exactement quel produit il est venu voir sur mon site. Et combien de fois il est venu voir ce produit-là, parce que ça me donne une information sur ses centres d'intérêt et potentiellement où il en est dans son processus d'achat. Ensuite, vous avez les données mobiles, les données du téléphone mobile, et notamment l'usage qu'il peut avoir au sein des applications mobiles. Vous avez de manière plus traditionnelle ce qu'on appelle les données CRM, donc les données issues de vos bases de données clients, qui elles sont nominatives. Les données précédentes sont totalement anonymes, et en fait on procède à des processus d'anonymisation qui nous permettent d'embarquer dans une data management platform des données CRM. Donc là voilà, c'est plus les données transactionnelles, combien d'achats il a fait chez moi, quel produit il possède, potentiellement si on a développé des méthodologies de scoring, quel est son score d'appétence sur telle et telle offre, comment je vais pouvoir intégrer ces données-là dans une DMP. Et puis on a ce qu'on appelle les secondes et les third party data. Toutes ces datas dont je viens de parler, ce sont des first party data, donc first party au sens ce sont les données de l'annonceur, et puis on a les secondes et les third party data qui viennent qualifier, enrichir toutes les données précédentes et qui sont vraiment là pour comprendre qui est l'internaute et également réaliser ce qu'on appelle du scoring ou des lookalikes, c'est-à-dire identifier des jumeaux statistiques d'une population donnée. À l'intérieur de cette plateforme, on fait quoi? Tout simplement, on combine toutes ces données-là, centralisées autour d'un ID cookie. D'accord, c'est important, on est sur un identifiant cookie. Et c'est vraiment la différence par rapport au système CRM dans lequel, en réalité, l'identifiant était l'identifiant client, donc un matricule client. Et dans cette plateforme, on crée des audiences, donc on combine, on crée des segments. On crée également des scorings, on fait du lookalike. Donc si je m'intéresse à pouvoir identifier sur le web des populations qui sont mes clients à forte valeur, là je vais construire un algorithme statistique qui va me donner la probabilité que cet internaute devienne client à forte valeur compte tenu de sa navigation sur le web. D'accord ? Et tout ça ensuite, on l'active. Voilà, centraliser les données, les traiter et les activer. Donc les activer vers des canaux digitaux qui sont la personnalisation sur le site, vers les campagnes display,
vers les campagnes Google, donc AdWords, je veux optimiser mon search, vers les campagnes email et aussi de plus en plus vers le mobile, qui est un des grands sujets du moment. Ces DMP, donc ces bases de données aujourd'hui collectées sur le web, je vous le disais en préambule, on les met en œuvre au sein d'entreprises d'envergure en France. On est vraiment sur une phase où on a des early adopters sur le marché français. C'est un sujet dont on parle depuis 2-3 ans. Et là, on voit vraiment ce sujet-là s'accélérer au sein des directions marketing. Et cette accélération, elle est aussi alimentée par les transformations numériques des entreprises et par le fait qu'au sein des organisations, on voit aujourd'hui les équipes CRM fusionner avec les équipes médias au sein d'une direction de la transformation digitale ou au sein d'une direction Big Data. Voilà, on a affaire à ça aujourd'hui au sein des entreprises. Quelques use cases que je peux vous donner et qui sont mis en œuvre et qui sont efficaces. On met en place à partir de ces DMP des campagnes d'acquisition de profils clients forte valeur dans le domaine de l'assurance. Voilà, on a des algorithmes qui permettent de tourner là-dessus. Et on met en œuvre ces campagnes tout au fil de l'eau. Voilà, donc ça devient une campagne fil rouge tout au long de l'année, plutôt qu'une campagne massive sur des profils. On met aussi en place des campagnes email, donc qu'on appelle des triggers email, c'est-à-dire que la campagne email se déclenche toute seule en fonction de la consultation de produits sur un site e-commerce, et on personnalise le contenu de l'email en fonction des produits que l'internaute a pu voir. D'accord ? Et puis ensuite, un autre use case, c'est tout simplement on personnalise la recommandation sur le site web, donc l'internaute arrive sur le site web, et on transmet un outil de personnalisation de la relation et du contenu on-site d'une base CRM offline. Alors on arrive aujourd'hui à faire cette réconciliation entre le offline et le online et à personnaliser la relation client sur le web. Alors comment on fait pour structurer un tel volume de données ? Chez Weborama, on récolte, on reçoit à peu près chaque jour 1 milliard d'événements. Donc bien évidemment, on est sur des solutions Big Data. On a besoin de traiter toutes ces données-là en un temps assez record, et comme vous l'avez vu dans l'écosystème digital et du display notamment, la prise de décision elle doit se faire en moins de 100 millièmes de seconde. Ça veut dire que le traitement de la donnée il doit se faire dans ce laps de temps-là pour prendre la décision si oui ou non, donc déjà d'affecter l'internaute à une audience simplement, et ensuite de prendre la décision, permettre de prendre la décision si oui ou non on achète un inventaire publicitaire. Donc il faut aller très très vite dans le traitement des données, et préalablement aussi on a besoin de construire ce qu'on appelle des taxonomies. Voilà, une taxonomie, c'est un terme qui a été emprunté à la botanique, qui a été créé en 1813. Vous voyez, donc en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, mais qui ont été mises en œuvre dans le passé, et qui permettent tout simplement de classer, enfin en tout cas d'établir une classification des internautes et de les intégrer dans des données comportementales, voilà, de comprendre qui ils sont. Et pour créer cette taxonomie, comme je vous le disais, chez Weborama, 1 milliard d'événements par jour, on a besoin, bien évidemment, de passer sur des processus automatisés, d'employer des algorithmes. Et ce que je vous disais en préambule, c'est que la data brute, elle n'a pas de valeur sans un traitement et sans un algorithme. Une des méthodologies est de passer sur ce qu'on appelle un autre traitement automatique du langage. Comment ça fonctionne ? Et je vous donne un petit peu ce qu'on fait chez nous. C'est que tout simplement, on va crawler le contenu du web, et sur le web français, donc on a forcément un réseau important puisqu'on existe depuis 1998 et qu'on a déployé ce réseau et qu'on a donc cet effet réseau dont je parlais tout à l'heure. On collecte à peu près 200 000 mots en France qu'on a besoin de transformer en ce qu'on appelle en lemme, donc on est sur un processus de lemmatisation. Donc un lemme, c'est quoi? C'est tout simplement un mot structuré, normalisé. Vous voyez, déménagement, il y a plusieurs façons de l'écrire. Bouygues Télécom également. Et donc on a 84 000 lemmes. Ensuite, ces lemmes, on a besoin de les transformer dans un espace métrique. Et donc tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une matrice, ce qu'on appelle une matrice de co-occurrence. Donc on va faire une matrice de 84 000 par 84 000, et on va compter le nombre de fois où les mots sont présents ensemble sur des pages web. Plus les mots sont présents ensemble, plus ils ont une proximité qui est forte
d'accord, et à l'inverse, s'ils ne sont jamais présents ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont très éloignés. Et on arrive de cette manière-là à constituer des distances entre différents mots et à construire à partir de méthodologies statistiques relativement simples. C'est des méthodes de classification ascendante, donc qui existent aussi depuis très longtemps. On arrive de cette manière-là à construire des clusters, donc des nuages de mots, qui, quand on les regarde et on les analyse, nous donnent des centres d'intérêt. Voilà. Donc j'arrive à partir de cette manière-là à catégoriser 200 centres d'intérêt, chaque internaute, donc de manière anonyme, et catégoriser sur ces centres d'intérêt avec un score, avec une note qui va de 0 à 20. Voilà. Plus je suis fort dans ce score, c'est-à-dire plus dans mon surf, j'étais exposé au nuage de mots, donc aux mots qui constituent le centre d'intérêt. Si je suis à 0, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout exposé. Vous pouvez imaginer tout ce qu'on peut faire à partir de ça ensuite en termes d'analyse, marketing. Donc on fait ce travail-là en 7 langues. Le français, l'anglais, le portugais, et on va jusqu'au russe, en 7 langues. Et donc cette taxonomie, elle existe de la même manière sur un peu plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui, à partir de ces 7 langues. On a aujourd'hui en base 500 millions de profils en Europe, qualifiés sur 200 critères comportementaux. On construit également des projections sociodémographiques, donc des tranches d'âge. Tout simplement, à partir de données de panel, on arrive à faire de la modélisation et on arrive à identifier comme ça des probabilités de tranches d'âge. Les applications dans le domaine du marketing, vous les comprenez bien, c'est simplement à partir de ces données-là, de pouvoir construire des méthodologies de scoring, des ciblages, des audiences, de manière à pouvoir adresser ensuite sur le web, en moins de 100 millièmes de seconde, et à optimiser son achat média. Voilà, ça existe vraiment aujourd'hui. On est en train de le déployer au sein de grands groupes d'assurance qui sont en avance dans le domaine du traitement de la data et au sein aussi d'entreprises qui ont voulu prendre ce domaine-là assez rapidement. Les tendances sous lourdes que l'on observe aujourd'hui, très clairement, c'est le mobile. Il y a un mouvement vers le mobile qui est très très fort. Si vous prenez les derniers chiffres de l'étude Capgemini SRI, la croissance du display mobile, donc des publicités qui sont réalisées sur le mobile, c'est 65% en 2014 par rapport à l'année précédente. Et c'est vraiment ce sujet-là qui est en train de tirer l'ensemble des investissements médias vers le haut. Le deuxième phénomène, c'est aussi la vidéo, de plus en plus. Donc la publicité, vidéo, sur Internet, mais aussi sur le mobile. Et donc ça, c'est vraiment la tendance de fond. Ce qui a forcément un impact sur nos métiers à nous, qui est de dire comment on va pouvoir collecter des datas au mobile, sachant qu'évidemment, dans le domaine de l'Internet, on a l'accès aux cookies. Sur le mobile, c'est pas toujours vrai. Il y a bien évidemment Apple qui bloque la dépose de cookies. Et donc on ne peut pas travailler de la même façon. Évidemment, on travaille aussi sur l'activation en multicanal, qui est que les annonceurs, ils veulent pouvoir toucher leurs clients sur les différents canaux et être cohérents sur l'ensemble de leurs actions marketing, qu'ils les passent en email, qu'ils les fassent en display ou qu'ils les fassent en push sur le mobile. Et pour évidemment pouvoir faire ça, on a besoin de pouvoir réconcilier à un moment donné des devices. Ça veut dire avoir un identifiant identique pour un internaute qui utilise son propre mobile et qui fait de la navigation sur le web. Voilà, donc on est sur ces sujets-là. Voilà ce que je voulais vous présenter ce matin.